Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce plateau des pitchs élus qui se déroule dans le cadre de la journée de cérémonie de remise du 22e label national Territoire Ville et Village Internet. Avant d'arriver à cette étape tant attendue de la remise des labels, nous avons ces temps d'échange où l'humain est au cœur de nos discussions et l'internet également. Nous avons souhaité, malgré l'organisation en distanciel de cet événement, conserver ces moments d'échange avec les élus locaux qui sont le cœur de l'association Ville Internet et qui vont nous présenter en quelques minutes les enjeux qui sont les leurs dans leur territoire. Ce qu'ils ont peut-être déjà réalisé, et évidemment les perspectives qu'ils dressent pour les années à venir. Donc je vais céder la parole à Igor Semo, qui est maire de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne et vice-président de l'Association des Petites Villes de France et également membre du conseil d'administration de l'association. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors j'ai choisi d'utiliser ces 3 minutes, non pas pour passer en revue l'action municipale dans toutes ses composantes, mais plutôt pour partager un retour d'expérience. J'ai pris un exemple pour vous parler de l'Internet citoyen plus en détail et peut-être être source d'inspiration. Je souhaite ainsi montrer comment une exposition virtuelle, donc en format numérique, peut voir son audience démultipliée grâce à une interaction citoyenne. Alors dans ma commune, Saint-Maurice, qui compte 15 000 habitants dans le Val-de-Marne, nous avons réalisé une exposition virtuelle en novembre dernier intitulée « Des femmes remarquables ». Ce sont des portraits de femmes. Certaines sont célèbres comme Marie Curie ou Rosa Parks et d'autres sont des femmes scientifiques injustement privées de notoriété car elles ont subi une discrimination. Ce sont leurs collègues masculins qui ont tiré profit de leurs découvertes, comme Rosalind Franklin, par exemple, qui est la première scientifique à avoir photographié l'ADN par rayon X. L'intention de la municipalité était de mener une démarche citoyenne de reconnaissance publique du rôle des femmes dans la société, dans les arts, les sciences. Nous avons mis en ligne 30 portraits de femmes sur le site internet et la page Facebook de la ville. Donc l'exposition a rencontré un certain succès, mais soyons honnêtes, nous ne sommes pas parvenus ainsi à toucher tous les publics, notamment les jeunes qui ne consultent pas le site internet trop institutionnel sans doute de la ville, ni même la page Facebook. Ce n'est plus leur préférence en termes de réseau social. Donc l'histoire aurait pu s'en arrêter là. Mais des agents territoriaux et une élue d'une ville voisine, en l'occurrence Maison-Alfort, se sont intéressés à notre exposition et m'ont demandé de pouvoir l'utiliser pour fabriquer des bâches avec les portraits de ces femmes remarquables à destination de leurs établissements scolaires. Donc l'idée m'est venue de proposer à notre intercommunalité le projet. Ainsi, au sein du territoire Paris-Est Marne-et-Bois, nous sommes 13 communes représentant plus de 500 000 habitants. Et cette dimension permet de mutualiser les coûts de fabrication des bâches avec les portraits de ces femmes remarquables. Cela devient donc une exposition physique et itinérante qui va à la rencontre des citoyens, là où ils vivent, dans les mairies, dans les espaces publics, dans les établissements scolaires. Et voici comment donc une exposition virtuelle mise au point par mon adjointe aux droits des femmes et le responsable du service de documentation va passer de quelques centaines de vues à, nous l'espérons, des dizaines de milliers de personnes qui auront l'occasion d'avoir donc cette exposition sous leurs yeux, ce qui provoquera, je l'espère, autant de prise de conscience et de débat. Voici donc une facette de l'Internet citoyen, aller du virtuel vers le contact présentiel. Alors, ça sera dans notre dossier de candidature pour la prochaine édition, vous voyez, je prends date, du label national, donc pour la 23e édition, mais je voulais saisir cette opportunité, ces 3 minutes qui m'étaient proposées pour présenter cette initiative. Merci de votre attention. Merci, c'est bien noté.
C'est effectivement une démonstration parfaite que les choses peuvent aller dans les deux sens et que le numérique, actuellement on passe plutôt du présentiel au virtuel, mais que vous avez fait le chemin inverse pour réussir à toucher toute la population et c'est vraiment très intéressant, notamment pour mettre en plus en avant des portraits de femmes qui n'ont pas été reconnues à leur juste valeur. Et nous vous souhaitons évidemment bonne chance pour le prochain label grâce à cette action qui, je ne doute pas, pèsera en votre faveur. Je laisse la parole à Claude Morin, maire de Nouance, dans la Sarthe. Bonjour, vous m'entendez? Parfaitement. Oui, voilà. Donc Claude Morin, donc comme je disais tout à l'heure, je suis maire de Nouance, une petite commune de 300 habitants. Premier vice-président d'un pays, 43 000 habitants. Si je parle j'insiste beaucoup sur les 300 habitants, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que il y a plus de 30 000 communes en France qui sont inférieures à 2 000 habitants. Voilà. Il est évident que la problématique n'est pas la même que, par exemple, le collègue qui vient de s'exprimer avant et que je salue parce que ce qui a été fait, c'est vrai que c'est super, c'est magnifique et bravo. Hein. Alors nous, si vous voulez, dans nos petites communes, et je crois être le seul, un des rares élus présents en ville internet d'une toute petite commune, nous, les difficultés sont pas les mêmes. Hein, faut le savoir, et les moyens non plus. Alors, en ce qui concerne notre commune, nous, ce que nous avons fait déjà, ce qui paraît on va dire évident pour tout le monde, c'est que déjà on a créé un site internet dans notre commune. Et pourquoi on a créé un site internet? C'était pour créer du lien, mais aussi l'action que nous avons menée, qui nous paraissait la plus importante, qui a démarré avant le Covid et qui vient de s'installer pour la dernière étape, c'est qu'on a mis un moyen de communication actif. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un événement particulier, nous avons recueilli les mails de tous les habitants, hein, ou quasiment tous les habitants. Dès qu'il y a un élément important ou grave, ils sont informés. Par exemple, par la tempête, la canicule, des inondations, des pollutions, des intoxications, des camions qui déversent des produits. Et nous sommes en train de réaliser, c'est mis à jour là depuis 2-3 jours, la même chose sur les smartphones. Alors ça vous paraît peut-être curieux, mais c'est vrai que dans les campagnes, alors moi je suis un Parisien, je suis né à Paris, mais j'ai la chance de vivre à la campagne, et c'est vrai que ce que l'on a mis en place, on va dire que c'est énorme pour la population. Deuxième chose qu'on a fait également, qui est important par rapport à nos petites communes, hein, je vous rappelle, hein, plus de 30 000, moins de 2 000 habitants, c'est que nous avons ce qu'on appelle une agence postale qui sert de référence et qui reçoit, en même temps que son rôle d'agence postale, qui reçoit les habitants qui n'ont pas l'habitude de se servir d'Internet, qui n'ont pas Internet ou qui ont du matériel en panne, etc. Et nous avons une personne qui, pour la moitié de son temps, est dédiée pour les aider à faire leurs démarches. Voilà ce que nous avons pu mettre en place dans notre petite commune et quelque chose qui est, comment dirais-je, qui était même pas attendu, mais très apprécié. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments et de mettre le projecteur sur ces toutes petites communes qui elles aussi, et d'autant plus dans la séquence que nous sommes en train de vivre, ont besoin de mise en place de l'Internet citoyen au plus proche des besoins des personnes qui ne savent pas toujours comment s'en servir, et donc la question de l'accompagnement au numérique est évidemment particulièrement importante. Je crois que Jean-Michel Maurer, maire de Triport dans l'Essonne, est parmi nous. Est-ce qu'il nous entend? Non, pas encore. Oui, totalement. Totalement. Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, Triport est en Seine-et-Marne. Oui, mais c'est pas grave. Je vais plutôt intervenir en titre de référent numérique de l'association des petites villes de France, car c'est vraiment une vraie synergie qui se développe avec Ville Internet, et je tiens à le dire, parce que le rôle que joue Ville Internet dans le paysage, on va dire, numérique, est un rôle très particulier, atypique et unique. Et ce qui m'a paru important, c'est aussi de stipuler un peu tout ce qui nous unit, relie. Et Igor, qui est vice-président de notre association, a amené une approche locale. Il est important aussi peut-être d'expliquer et de repréciser que ce partenariat de l'APVF et de Ville Internet est essentiel, surtout au moment où je vous parle. Et avec la période que nous venons de vivre, qui est une période charnière, qui est une période clé, mais qui aussi est une période qui nous permet de voir de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques et de nouveaux dangers. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, que partageons-nous, Ville Internet et APVF? Eh bien déjà, l'importance d'avoir un numérique citoyen. Et le terme citoyenneté est fondamental et essentiel. Le maire de Triport que je suis s'est inscrit à Ville Internet à un moment donné parce que l'analyse globale proposée par cette association permettait de poser et de mettre au centre la question du sens et du lien. Et du sens et du lien qui n'oublie personne. Et c'est aussi cela qu'il faut saluer. C'est-à-dire que effectivement, la ville de Triport, elle a 5 arrobas, c'est très bien en 2019-2020. Nous verrons pour l'édition 2021. Mais ce qui nous a vraiment apparu important, c'est l'approche globale et transversale. Donc, ça, première question, la question du citoyen, elle est essentielle. Deuxième question qui est liée, c'est celle du numérique inclusif. Alors c'est vrai que l'inclusion numérique, on en travaille beaucoup, on en parle beaucoup. Hein, c'est un peu un mot valise. C'est vrai également quand même, il faut le noter, que l'État sur cette notion de numérique inclusif a beaucoup travaillé les associations et notamment la vôtre ou celle de la PVF, et que clairement les annonces qui ont été faites, les projets qui sont lancés et dans les tuyaux ont cette notion d'inclusivité qui est absolument essentiel, car si le numérique n'est pas inclusif, il y aura de moins en moins de citoyens. Enfin, aussi, et c'est un peu les enjeux qui se présentent devant nous et que les maires en tant qu'élus et les associations spécialistes dites de l'Internet, mais on voit bien que c'est pratiquement le numérique, c'est le supplément d'âme que peut représenter le dividende numérique. Ce supplément d'âme, c'est les opportunités, les potentialités. Internet n'est pas qu'un outil, c'est un vecteur, et c'est aussi ça qui nous unit. Donc, ce qu'on peut dire également, c'est que sur la feuille de route 2021, qui est la feuille de route que forcément vous comme nous n'écrivons pas, qui est une feuille de route qui s'impose des fois d'elle-même par l'aléa, et l'aléa du confinement a été un aléa majeur, mais également par les phénomènes d'accélération qu'il induit, nous amène quand même à centrer quelques pistes sur lesquelles il va falloir peut-être être force de proposition commune. Nous l'avons été déjà sur l'éducatif, car l'éducation vraiment est un enjeu essentiel. On a bien vu les dégâts faits par le distanciel et les notions de présentiel, l'enseignement hybride, qui a exclu, éloigné du savoir et de l'apprentissage du savoir, beaucoup d'élèves ne bénéficiant pas d'un environnement serein. Et la question donc du temps personnel de travail dans des espaces peut-être différents, dans lequel le numérique est un outil au service d'un usage, est une piste sur laquelle il nous faudra, vous et nous, travailler et proposer. Mais je sais que vous y êtes très attachés, puisque nous sommes retrouvés sur les états généraux du numérique avec des propositions assez similaires. Deuxième piste, celle de l'inclusion, mais l'inclusion aussi dans nos équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une explosion de l'outil systémique et de l'outil aussi numérique avec la démat. Et effectivement, une commune petite et j'entendais tout à l'heure le collègue d'une petite ville, mais je rappelle quand même que Ville Internet s'adresse à tout type de ville et toute taille de ville, et c'est ça aussi qui nous a un peu unis par rapport à ça, puisque vous avez comme partenaire la PVF comme d'autres tailles de collectivités. C'est aussi la qualité du projet, mais aussi la qualité d'accompagnement de la démarche des usagers et à la fois de nos personnels, qui sont totalement liés à cette vision citoyenne et inclusive de l'Internet. Voilà, je pense que les 3 minutes sont pas loin d'être finies. Je voulais surtout avoir ces mots sur ce qui nous unit
et ce qui va nous unir encore plus demain. Et c'est surtout sur cela qu'il va falloir travailler. Merci beaucoup, merci pour ces éléments et je pense que vos propos ont non seulement toute leur place ici dans les pitchs élus, mais seront également d'une grande valeur lors du prochain congrès national des élus au numérique qui se tiendra le 7 octobre quelque part. Et je pense vraiment que les pistes de réflexion que vous posez dans le débat auront toute la place dans nos échanges également. Lors de ce au numérique de parler d'une seule voix. Et je laisse la parole à Emma Anthropoli, qui est adjointe au maire du Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Cette fois, je ne me trompe pas, car je connais. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Emma Anthropoli, je suis adjointe au maire à la jeunesse, la transition numérique et la politique de la ville à la ville du Pré-Saint-Gervais, qui est une ville de 18 000 habitants aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Donc, on a des enjeux qui sont un petit peu différents de l'ensemble des élus qu'on a pu rencontrer, soit hier en formation, soit aujourd'hui dans les différents ateliers et pitch élus. Un premier mot, parce que moi je suis fière d'être une élue femme au numérique, puisque je pense qu'il y a un vrai enjeu pour nous sur le numérique, de renforcer la place des femmes dans les métiers du numérique et dans la vision et les stéréotypes de genre qu'on peut avoir sur la question du numérique. Je clôt la parenthèse. En tout cas, je pense que nous, élus, aujourd'hui, nous sommes garants d'un service public qui est accessible pour les citoyens, pour nos usagers. Le maire est également le chef de l'administration publique. Donc, le numérique couvre vraiment l'ensemble du champ des agents. Donc, un axe vraiment très interne, un axe externe qui est plutôt sur les citoyens et en tout cas également un changement, on va dire, global de l'ensemble des mentalités. Je voudrais parler aujourd'hui, moi, de la continuité numérique du service public, qui devient un enjeu très prégnant aujourd'hui pour nous en tant qu'élus, mais avec la crise sanitaire, on voit que l'enjeu de continuité du service public doit évoluer et doit évoluer avec l'appui du numérique. En tout cas, au Pré-Saint-Gervais, c'est une politique qu'on essaye de porter. Et que on porte sur des bons rails avec la crise sanitaire qui a été un effet d'opportunité pour accélérer le changement avec 3 axes que je vais présenter dans ce petit pitch. Un axe d'abord interne pour les agents, puisque les agents sont les moteurs en fait de ce service public et le premier contact à l'usager, mais ce sont également des personnels de l'administration publique et donc qui doit avoir un bien-être au travail également. On avait avant le confinement peu d'agents qui avaient la possibilité ou la volonté de télétravailler, qui disposaient de postes informatiques. Aujourd'hui, grâce à l'action volontariste de la direction numérique de la DSI, nous avons 98,5% des agents dont les missions sont télétravaillables, qui sont équipés d'un ordinateur portable. Et on a multiplié par 3 les usages en termes, par exemple, de messagerie instantanée, de visio. Et c'est vrai qu'on a un outil Teams qui est très utile aujourd'hui pour mener l'ensemble des réunions, soit en format distanciel, soit en mode hybride, puisque nous pratiquons également le mode hybride. On a également une vigilance, et beaucoup de collectivités l'ont rappelé, sur la sécurité informatique, puisque beaucoup de collectivités ont été victimes de hacking, et c'est également un enjeu démocratique pour nous de préserver la sécurité informatique. Sur un usage plutôt externe, on a eu d'abord, depuis l'installation de cette nouvelle mandature, des conseils municipaux qui pouvaient être visionnés directement sur l'ensemble des réseaux sociaux, YouTube. C'est une nouveauté, puisque je pense que certaines collectivités le faisaient, mais nous on le pratique depuis la sortie du confinement. C'est un enjeu vraiment démocratique qui permet à tout le monde de participer à ce conseil et qu'on gardera
à la suite de la crise sanitaire. Il y a également aussi une multiplication des démarches dématérialisées qui existaient, on va dire, avant, puisque on a vraiment des services, des e-services qui se développent, mais bon, sur des choses assez simples, les demandes de place en crèche, le calcul du quotient familial. Et chose à noter, comme beaucoup de communes, nous pratiquons les colis de fin d'année aux seniors. Et cette année, il y a 171 demandes qui ont été faites en ligne contre 10 l'année dernière. Donc, il y a vraiment une politique publique qui est menée aussi en direction de cette public, notamment les seniors, pour qu'ils puissent avoir accès à l'outil informatique. Des événements aussi festifs en ligne, on l'a vu dans différentes présentations auparavant. On a essayé de faire donc la fête de la musique, par exemple, sur Facebook. On a fait nombre de petits événements également qui sont diffusés sur Facebook, YouTube et qui permettent d'avoir une forme d'interaction. On pense notamment à nos acteurs de la culture qui ont été fortement touchés et on essaie de les soutenir notamment en diffusant des ateliers, des concerts sur les différents réseaux sociaux. Et un dernier point qui est vraiment l'égal accès au numérique et le don d'équipement, puisqu'il y a l'aspect équipement, mais il y a aussi l'aspect connexion avec le don de blocs 4G et l'accompagnement via Emmaüs Connect pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ces e-services numériques. Et voilà pour moi, je vous remercie. Merci d'avoir réussi à presque dans le temps imparti à dire à donner tous ces éléments qui je n'en doute pas sauront enrichir la réflexion de vos collègues. Je cède la parole à Nathalie Jésus-Prêt, adjointe au maire de Rustic dans l'Aude. Oui, bonjour. Mon écran, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, nous vous voyons et nous ne vous voyons plus. Si, c'est bon. Vous voyez une présentation? Oui. Alors, ça va tenir dans les 3 minutes, enfin, j'espère. Moi, je vais vous présenter Rustic. Rustic, c'est une commune rurale audoise de 510 habitants qui est entourée de vignes. C'est un village touristique avec un camping privé 3 étoiles et des gîtes de qualité. Le village est situé à 9 Carcassonne et sa célèbre cité médiévale et à 1 kilomètre du canal du Midi. Il dispose de tous les commerces de proximité, collèges, pôles médicaux, grandes surfaces, grâce à la ville voisine qui est Trèbes, qui a 6000 habitants. Voilà. Donc on est une petite commune, donc on n'est pas tout à fait sur la même problématique que des communes qui parlent de plus grande administration. Nous, on a 7 agents, donc à peu près 5 à 6 ETP, 2 à l'école, 2 au service technique et puis 2 au secrétariat de mairie. La mairie est ouverte 4 jours par semaine. Voilà. La commune, c'est aussi donc 15 élus seulement, de 20 à 77 ans quand même. La commune a obtenu son premier label village internet de @ en 2000. L'action phare que je vais vous présenter, c'est une action qui n'est pas très originale, mais qui ne coûte presque rien, qui est très facile à mettre en œuvre. C'est la création de la page Facebook du village qui était déjà dotée d'un site internet, ce qui était déjà pas mal pour une commune de notre taille, et qu'on a mis en place il y a tout juste un an. Donc l'objectif à la base, c'était de développer le lien avec les administrés, d'informer plus régulièrement et autrement qu'avec les 2 bulletins municipaux par an ou les papiers d'information qui étaient déposés dans les boîtes aux lettres. En un an, nous avons mis en ligne 120 publications qui ont quand même permis d'une part d'informer sur les travaux, les restrictions de circulation, les coupures d'eau, la collecte des encombrances, qui est particulièrement appréciée, les modifications des horaires de la bibliothèque, de la mairie, les offres d'emploi saisonniers ou de remplacement, les offres de logements communaux, d'augmenter la visée aussi de l'agenda, de ce qui se passe au sein des associations, que ce soit loisirs ou culturelles, et de communiquer aussi sur les réunions publiques, avant pour en faire la publicité, après pour faire un peu de communication. Et on incite aussi la participation citoyenne en étant le relais des informations des partenaires comme l'agglomération, le département, la région, notamment quand il s'agit d'appels à voter pour des budgets participatifs, ce qui se fait quand même pas mal autour de nous. Voilà, et ça permet également d'échanger entre habitants avec un système de petites annonces, perdues, trouvées, dons de terre, etc. Voilà. Cette page Facebook, elle s'est avérée utile, on l'avait créée avant, mais elle s'est avérée utile pendant la période Covid pour communiquer en temps réel sur une actualité qui a été hyper importante. Et on a eu des retours
des habitants des villages voisins qui manquaient d'informations de la part de leur qui était pourtant plus grande, mais qui pratiquaient pas ce mode de communication. Et on a pu aussi garder le lien avec la transmission directe des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, on a eu une trentaine de personnes qui visualisaient en direct les cérémonies. Pareil pour la cérémonie des vœux de 2022, nous avons publié une vidéo en différé qui a été très simplement filmée avec un téléphone portable, qui a été montée avec un logiciel Windows basique. Enfin, ça a été quelque chose de très simple et à la fois qui a permis de garder ce lien. Une visibilité qui est inédite pour la commune de notre taille. Les résultats sont à mettre en perspective avec la taille. C'est 500 habitants, on a 200 foyers, en fait, et on a quand même plus de 250 personnes qui aiment la page. 900 personnes en couverture, c'est-à-dire qui se voient proposer régulièrement les publications du village parce qu'elles les suivent régulièrement. Et la meilleure publication vidéo sur la rénovation des vitraux de l'église, qui a atteint 5300 personnes, et avec lesquelles plus de 700 personnes ont interagi. Donc avec des j'aime, des commentaires, etc., et des partages. Ce sont 2 personnes qui mettent à jour la situation, un agent administratif qui a été recruté spécifiquement par rapport à ses compétences et qui fait aussi l'accompagnement, la médiation numérique auprès des citoyens, et un élu qui supervise ou publie en direct des vidéos. Et donc il y a eu 120 publications en un an, c'est-à-dire une dizaine par mois, ça représente une tous les 2 jours. Donc ça prend très très peu de temps. Au départ, nos craintes, c'était d'avoir à gérer les commentaires négatifs, voire calomnieux, qu'on n'a finalement pas eu du tout, et d'avoir à gérer les sollicitations de la messagerie instantanée. Ça faisait un petit peu peur aussi d'avoir un flux supplémentaire de sollicitations, et finalement, ça reste un canal qui est très exceptionnellement utilisé. Voilà, nous veillons à mettre en ligne, en fait, sur le site internet les publications qui ont le plus d'intérêt pour assurer la conservation, en fait, de cette information-là. Voilà, cette page Facebook, ça reste un complément par rapport aux canaux de communication usuels, y compris le papier, parce qu'on veut veiller à pas oublier les publics, évidemment, qui sont moins. Voilà, j'espère avoir convaincu en 3 minutes des communes rurales qui se sentent éloignées et qui ont peu de moyens. Voilà, j'espère que les avoir incités à s'engager dans la voie des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Donc, je ne doute pas que vous ayez convaincu en 5 minutes 30. Mais effectivement, les résultats que vous obtenez grâce à cette page Facebook sont vraiment importants eu égard à la taille de votre commune. C'est un vrai outil de communication avec vos habitants qui s'en sont saisis. Et je rebondis sur ce que vous avez dit sur les commentaires négatifs. C'est très souvent une crainte que les élus ont dans la mise en place d'outils comme ceux-là. Et on en a parlé lors de la formation d'hier sur la démocratie participative. C'est finalement très rare d'avoir une publication qui finalement est plus négative que positive à cause des commentaires négatifs qu'elle pourrait obtenir. Les gens qui seraient amenés à mettre des commentaires négatifs finalement s'épuisent assez rapidement, plus que ceux qui sont intéressés. Donc vous avez eu raison de souligner ce point qui est, à mon avis, souvent au cœur de l'hésitation des élus à mettre en place des outils comme celui-ci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je cède donc la parole à Jean-Gaston Mounou, qui est conseiller municipal délégué à la médiation numérique dans la commune des Ulisses. Merci, bonjour. La ville des Ulisses compte 24 868 habitants. Favoriser l'inclusion numérique est une volonté du mandat actuel. Pour cela, la collectivité a mis en place des permanences administratives via l'outil numérique. Le but étant de permettre une utilisation des outils, de faciliter l'accès aux démarches en ligne et d'aider les habitants à appréhender des outils sur lesquels ils peuvent se sentir dépassés. Pour cela, la ville a mis en place une présence de 2 écrivains publics, de 3 médiateurs sociaux dédiés à la rédaction de dossiers administratifs en ligne pour les usagers. L'accès aux services en ligne des administrations publiques, comme la caisse d'allocation familiale, la sécurité sociale, l'administration fiscale, etc., est facilité. L'ensemble des postes informatiques des 2 centres sociaux de la ville a été changé pour permettre aux habitants d'avoir accès à du matériel plus performant. Les structures ont élaboré un projet pour chacun des espaces publics
avec 3 axes prioritaires, à savoir l'animation et la formation, ainsi que l'aide aux démarches administratives numériques via les médiateurs sociaux. En 2, la formation aux outils numériques et aux démarches digitalisées en faveur des aînés. Et enfin, l'accès libre aux outils numériques durant des heures d'ouverture des structures. Ce projet permet de contribuer à la réduction de la fracture numérique via un soutien humain et la mise à disposition de matériel. D'ailleurs, la ville vient d'obtenir son 5e arrobase. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos projets numériques, et je vais laisser la parole à Franck Lehenhoff, qui est adjoint au maire de Dijon, donc en Côte d'Or, chargé de l'éducation, vice-président du réseau français des villes éducatrices, et qui est notre hôte virtuel aujourd'hui, puisque nous devions être à Dijon normalement. Oui, bonjour à toutes et à tous. La présentation a été faite, effectivement. Donc déjà, peut-être qu'en préambule, le numérique, c'est une question de transversalité. Je suis adjoint à l'éducation et puis à la restauration, et on pourrait se dire quel est le point commun avec ça. Effectivement, le numérique traverse les usages et cette transversalité est importante, en tout cas, notamment en direction de l'école. Alors, ce que je voudrais peut-être, je vais rien vous présenter de nouveau au niveau des outils. En tout cas, je vais redresser un petit peu le portrait, mais je crois que ce qui est important, c'est la méthode qui a été utilisée autour de la question d'équiper les écoles, donc en Chromebook en l'occurrence. Donc, c'est vrai que les collectivités territoriales, globalement, donc de strates moyennes, se sont adaptées aux évolutions de société puis la technologie. Et on est passé en 10 ans, en tout cas, des usages numériques avec des appareils fixes à des appareils mobiles. Donc c'est à titre d'exemple, les écoles avaient des salles informatiques. Donc certaines étaient passées au tableau blanc interactif. Et donc en termes de connaissances et de pratiques, il ne s'agissait plus de former en tout cas les élèves à l'informatique, mais de mettre les technologies numériques au service de l'apprentissage et des processus pédagogiques, et ce dans la même classe. Donc à Dijon, il y a eu plusieurs expérimentations en 2015, 2016, 2017 pour regarder un petit peu quel outil serait à disposition des enseignants. Donc plusieurs propositions ont été faites, des tablettes, des dalles tactiles, des Chromebooks, et puis ce sont les Chromebooks qui ont reçu donc un écho favorable. Et donc en 2017, 2018 et 2019, 38 écoles élémentaires de Dijon donc ont été dotées de 5 Chromebooks. Un était réservé pour l'enseignant. Donc c'est vrai que l'intérêt, c'était le travail et individuel des enfants, des élèves, et en même temps un travail collectif qui pouvait se faire. Donc la mobilité de cet outil, son fonctionnement permet de retrouver l'utilisation donc hors des murs de l'école, parce que je crois que c'est important, si on reprend les temps de l'enfant, c'est-à-dire entre la famille, le périscolaire, le temps scolaire, et puis on revient sur le périscolaire et sur les familles, il était important de pouvoir avoir un outil, en tout cas, qui puisse être utilisable par les enfants avec les mêmes fonctionnalités. Toutefois, donc, quand même une précision, c'est-à-dire que ces Chromebooks restent donc des outils, j'ai bien dit des outils au service des enseignants et puis des enfants. Et puis donc, le travail a dû être mené aujourd'hui avec la question du déploiement de la fibre, qui va aussi pour l'utilisation de ces outils. Donc au total, c'est quasi 1 million d'euros qui a été donc investi par la ville de Dijon sur les écoles. Et puis peut-être, en tout cas, en termes de perspective et puis de limites, je pense que la réflexion va devoir se poser dans les années à venir sur la souveraineté, en tout cas éducative, à travers le numérique. Alors ce n'est pas un gros mot quand je dis ça en termes de souveraineté, c'est-à-dire qu'on a les GAFA qui interviennent donc sur le secteur éducatif. Et donc, je crois qu'il y a une réflexion à avoir, en tout cas, peut-être une stratégie européenne, en tout cas, pour effectivement garantir, en tout cas, l'éducation de nos enfants, en tout cas, et que ces GAFA restent bien des outils et pas une finalité en soi. Voilà, en tout cas, sur ce que je voulais vous présenter, tant du côté de la ville de Dijon
que du côté aussi des villes de strates identiques donc à celle de Dijon. Et puis peut-être, en tout cas, on a parlé de transversalité, je terminerai par complémentarité. Bien sûr, les outils, les enseignants testent, mais il y a aussi la formation des enseignants par l'éducation nationale, sur lequel, en tout cas, on souhaitait qu'ils puissent être formés justement pour pouvoir utiliser, en tout cas, ces outils. Voilà, et puis donc ces outils mobiles ont révélé leur grand intérêt, notamment en période de confinement où nous avons donc pu prêter ces Chromebooks aux familles qui n'avaient pas d'appareil numérique, comme l'ont fait en tout cas bon nombre de communes. Voilà en tout cas ce que je souhaitais vous présenter. Donc je vous dis rien de bien nouveau, simplement en tout cas une méthode qui allie éducation nationale en tout cas et puis les collectivités territoriales, et en gardant que le numérique reste un outil parmi les autres. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments. Je pense que une bonne partie de vos propos auront également leur place dans le congrès, lors du congrès national des élus au numérique le 7 octobre prochain, puisque vous abordez plusieurs sujets, l'éducation au cœur de votre projet, l'outil que vous avez mis à disposition, mais également les inconvénients que ça peut entraîner avec la dépendance aux GAFAM, pour des communes plus petites avec un budget plus petit également, On vous a perdu. Je ne vous entends plus. J'ai été déconnecté, je crois, de la difficulté d'avoir les moyens d'investir dans le budget d'investissement, mais également dans le budget de fonctionnement pour les différents logiciels, etc. Je vous remercie d'avoir toutes et tous participé à cette table ronde. Si je ne me trompe pas, je n'ai oublié personne dans la prise de parole. Merci pour à la fois les éléments pratiques, les exemples et les pistes de réflexion que vous avez dressées en quelques minutes. Je vous donne les prochains rendez-vous. Donc le 7 octobre prochain, le Congrès national des élus au numérique, l'ouverture dès mars prochain du prochain label, où vous pourrez d'ores et déjà commencer à travailler votre candidature. Dès que vous aurez vos résultats aujourd'hui, vous aurez vos objectifs pour l'année prochaine et donc vous relancez directement. Et toute la journée, dans l'Arena, c'est aussi l'espace Ville Expo. Vous le retrouvez dans le chat. Vous y retrouvez des expériences des entreprises et des collectivités. Donc n'hésitez pas à aller passer sur les stands, discuter avec les personnes qui sont présentes. Elles sont là pour ça. Et de notre côté, on vous retrouve à 14h pour la carte blanche de Julia Cagé, une économiste de renom qui nous fait le plaisir d'être parmi nous avant évidemment la cérémonie de remise de label qui est tant attendue. Merci à toutes et tous pour votre participation. Je laisse à